Hello, hello, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Dites-moi si le son et l'image sont corrects. Merci à toutes les personnes présentes ainsi qu'à toutes les personnes qui vont suivre le webinaire en replay. Bonjour Monsieur Douillard, bonjour Monsieur François Michalon et bonjour Monsieur Michel Cavard. Michel, tu es notre chef d'orchestre aujourd'hui. Eh bien Michel, c'est à toi. Bien, merci. Merci, chef d'orchestre. Oh, c'est un honneur, ça, chef d'orchestre, j'aime bien. Merci beaucoup, Bernard. Merci, toujours fidèle à la technique et à la régie. Bien, je vous salue, messieurs. Jean-Luc Douillard et François Michalon. Alors, Bonjour, bonjour. Jean-Luc Douillard, je vous ai donné un petit peu pas notre concert. On va pas faire un concert, on va faire un dialogue, un binôme entre vous deux, n'est-ce pas? Entre François Michalon et vous-même. Alors, si vous me permettez, je vais déjà présenter François Michalon. François Michalon, bonsoir. Bonsoir. Je vous sens en pleine forme ce soir, François, c'est bien. Comme d'habitude, le froid Ben, conserve, hein. Le froid stimule. malgré un planning, je crois, relativement chargé. Alors, François Michelon, vous conseillez les entrepreneurs, les décideurs. Alors, c'est bien, c'est tout à fait d'actualité, hein, parce que vous les libérez de la charge mentale et émotionnelle dans laquelle ils sont limités, enfermés. Et là, je crois que nous sommes vraiment dans le sujet. Vous êtes fondateur de Motivation Première, cabinet d'experts, conférencier à FCP, co-auteur du Burnout, le vrai du faux, avec le docteur Ali Afdeji et le docteur Alain Delabos, le roi, entre guillemets, le professeur de la chrononutrition. François Michelon, je vais peut-être oublier plein de choses parce que vous êtes hyper actif, hyper dynamique. Dites-moi si des fois il y avait quelque chose à préciser. Non, non, c'est bien, Michel. Ben, effectivement, on est actif parce que la période s'y prête encore plus que d'habitude. Et puis parce que ça dénote un besoin. Donc, on fait en sorte de répondre aux besoins. Et juste avant, j'étais avec le docteur Ali HDI donc en web conférence pour un groupe automobile français qui ont aussi des soucis étonnamment de stress, de burn-out et autres. Donc, vous voyez que la parole, on peut la passer de partout et ça touche tout le monde. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous, François. Alors, Jean-Luc Douillard, bienvenue à bord de ce webinaire. Vous êtes à Merci. Saujon. Je vois une très belle affiche derrière vous qui nous rappelle les termes de Saujon, une belle époque. Ça, c'est bien. Alors, Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien, responsable de la stratégie du développement des termes de Saujon, et vous êtes cofondateur des dispositifs APESA de France. C'est déjà une référence, on va en parler dans quelques minutes. J'ai sûrement oublié plein de choses. Bonjour, Jean-Luc Douillard, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Alors, Ravi de participer à ce webinaire. alors, Jean-Luc Douillard, vous avez compris un petit peu la marche à suivre, la règle du jeu. Vous avez donné, il y a 3 points sur lesquels nous allons inciter, et peut-être d'autres, on ne sait jamais. Vous savez, il y a toujours le côté un petit peu imprévu qui peut arriver. Et puis, François pourra donner son expertise. Vous êtes d'accord? Alors, Très bien. Jean-Luc Douillard, quand on a préparé cette émission, il y a une chose qui m'a interpellé. Vous m'avez dit, c'est vrai qu'il y a les hommes, il y a les femmes sur la Terre, mais ils ne sont pas du tout au niveau de cet impact. Alors, tout de suite, je crois qu'on va le préciser, y avez-vous déjà l'état des lieux en ce mardi à 17h04 de cet état sanitaire qui nous pose beaucoup de problèmes et qui nous pose beaucoup de questions? Alors, d'abord, je serais bien en difficulté de vous faire un état des lieux des Français dans la situation actuelle. Ce que je peux vous dire et vous témoigner des deux postures dans lesquelles je suis, notamment du dispositif APESA, parce que c'est quand même au cœur de ces préoccupations depuis plusieurs mois. On a effectivement beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de prises en charge, beaucoup d'alertes lancées pour des petits patrons, hommes et femmes, qui traversent des moments extrêmement violents. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'imprévu, je pense que c'est un des éléments aussi sur lesquels on pourra peut-être échanger autour de l'imprévu ou l'inédit d'une situation sanitaire à laquelle on n'avait jamais pensé ou jamais imaginé. Et je pense que ça renforce l'impact traumatique d'une situation comme celle-ci. Donc, toutes les études, même si les études et l'état de la recherche actuelle sur l'impact du Covid, du confinement sont en cours, hein, parce on n'a pas encore suffisamment de recul et suffisamment d'enquêtes avec des cohortes suffisamment importantes pour pouvoir commencer à tirer des conclusions. Mais tous les indicateurs, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les dispositifs de santé publique, que ce soit dans les associations et structures qui accompagnent les dirigeants, quelle que soit la fonction et le rôle de chacun, que ce soit pour nous dans le dispositif APESA, c'est sûr qu'on est très très inquiet, surtout de la suite, parce que ce que l'on a constaté cette année, c'est que
énormément de chefs d'entreprise, hommes et femmes, sont pris par une crise terrible, très violente. Mais paradoxalement, les indicateurs dans les tribunaux de commerce des défaillances d'entreprise sont presque beaucoup moins élevés que l'année dernière. Ouais. Alors, on pourra essayer d'avoir pas mal d'interprétations, mais effectivement, on s'inquiète beaucoup, surtout sur le printemps prochain et l'année prochaine, sur la question des défaillances d'entreprise et donc de l'impact sur les dirigeants qui les conduisent, petits ou grands d'ailleurs, parce que dans certaines filières, même les grandes entreprises vont être fortement et très fortement impactées par la crise. Il y aura aussi certainement des répercussions très importantes sur les licenciements et donc aussi beaucoup de salariés qui vont se retrouver en très grande difficulté. Mais ça, je dirais, c'est l'inquiétude à venir. Pour l'instant, nous, on a constaté effectivement APESA, puisqu'on a rajouté, en plus des APESA classiques, mais je présenterai peut-être un petit peu plus APESA tout à l'heure, un dispositif numéro vert depuis le mois d'avril. On est aujourd'hui à 1200 appels de chefs d'entreprise qui directement ont fait le numéro vert. Et on a un dispositif que l'on a étendu aux conseillers CCI, Chambre des métiers de l'artisanat, collectivités territoriales, pour leur permettre aussi, quand ils rencontrent ou quand ils ont au téléphone des chefs d'entreprise en difficulté, et Dieu sait s'ils en ont depuis quelques mois, de pouvoir eux-mêmes lancer directement des alertes et permettre à ces chefs d'entreprise de bénéficier au plus vite d'un soutien psychologique. La petite aparté sur les hommes et les femmes, je crois que c'est aussi au cœur peut-être de ce que l'on pourra échanger avec François, c'est que on le sait traditionnellement, quel que soit l'âge, les femmes ont plus de ressources que les hommes pour faire face aux situations de crise. Ça ne veut pas dire qu'elles souffrent moins, bien au contraire, hein, ce n'est pas du tout critériser le degré de souffrance, mais ça veut dire que ce que l'on constate dans tous les dispositifs de soins, de prévention ou effectivement de cure éventuellement ou d'hospitalisation, c'est que les femmes ont un petit peu plus de moyens face à des situations de crise. D'abord, de pouvoir ressentir des émotions, ensuite de pouvoir peut-être les exprimer un petit peu plus qu'un homme, et ensuite de pouvoir trouver autour d'elles des interlocuteurs qui peut-être facilitent aussi un petit peu plus la mise en mots des souffrances et des émotions au féminin. Alors que quand on est face à des hommes, d'abord, ça nous paraît plus compliqué à questionner la souffrance, et puis les hommes sont aussi plus en difficulté pour l'exprimer, plus en difficulté pour accepter de la ressentir. Et ça produit, et je pense que François pourra compléter sur son expertise, ça produit effectivement des mécanismes de défense qui sont très différents chez les hommes. Et la difficulté qui les accompagne de pouvoir anticiper et surtout les aider à mettre des mots le plus tôt possible pour être accompagnés, à ne pas aller encore plus mal dans des situations. C'est ce que je peux dire dans un premier temps, mais c'est vrai que l'année qu'on vient de passer, et si on cumule la fin de l'année 2019, plus le début de l'année 2020, plus la crise sanitaire, et on pourrait aller sur certains métiers, peut-être encore plus que d'autres, très fortement impactés en fonction des domaines d'activité, et on aura effectivement un constat assez dramatique dans beaucoup de corps de métier et pour beaucoup d'entreprises. Alors justement, Jean-Luc, nous reviendrons tout à l'heure sur l'APESA, sur cette plateforme qui est vraiment impressionnante, on a des chiffres. Alors François, là je crois que tout de suite je vous passe la parole. Vous avez 2 questions, vous avez des réponses. Quand on vient d'évoquer avec Jean-Luc Douillard justement les chefs d'entreprise, vous êtes en contact, la preuve, vous l'avez dit, webinaire cet après-midi avec une grande marque automobile, les hommes et les femmes. Tout de suite, votre constat. Ouais, le constat, il est sans appel. Effectivement, aujourd'hui, il y a sensiblement, je dirais peut-être un tassement, il n'y a pas une évolution de la part, auprès des tribunaux, mais il est à fait certain que ça va arriver malheureusement l'année prochaine, parce que cette année, on bénéficie encore des différentes aides qui ont été mises en place, et Dieu sait que le gouvernement en a mis. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Alors certes, on pourrait, entre guillemets, lui reprocher qu'elles arrivent peut-être pas suffisamment vite ou que c'est complexe parce qu'il y a l'administration. Ça, ce sont des choses que j'entends régulièrement, mais l'année prochaine, oui, il va être très compliqué. Et si on regarde les dernières études, il y a 52% des salariés qui sont effrayés par leur avenir professionnel. Et il y a une autre étude également qui est sortie qui dit qu'un salarié sur 2 est en état de détresse psychologique. C'est-à-dire qu'il y a même une hausse de 7 points par rapport à mai. Donc, les 2 confinements ont été complètement différents, ont été vécus différemment. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et ce qu'on constate chez les salariés, on le constate également chez les managers, puisque les derniers chiffres annonceraient qu'il y a 5% de managers qui sont en situation de burn-out. Donc, il y a effectivement une hausse de tous les syndromes dépressifs, d'épuisement, d'anxiété. Et un terme qui a été dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est par Jean-Luc ou par Michel, c'est l'imprévu.
Oui. L'être humain n'aime pas l'imprévu et ça pose des problèmes. Or, on est aujourd'hui dans une situation complètement d'imprévu, complètement ambiguë, alors que c'est une question d'état d'esprit. Ça me fait penser, j'ai écouté dernièrement un podcast d'un musicien, je ne sais pas s'il a été chanteur, mais d'un musicien qui est très connu dans le monde du jazz, qui est André Manoukian. Et Oui. André Manoukian disait, mais ce qui est formidable, c'est que j'aime l'imprévu. Parce qu'à partir de l'imprévu, je rebondis, je fais des choses différentes. Or, aujourd'hui, on constate que dans la société, l'être humain, le salarié, il n'aime pas trop l'imprévu parce qu'il ne sait pas comment faire. Il n'est pas habitué à ça. Et on le voit d'autant plus, et là je pense que Jean-Luc pourrait nous le confirmer, que le gouvernement et une partie des médecins essayent de faire en sorte pour le devoir de précaution. Et que de partout, ce devoir de précaution s'applique. Mais à quel prix? À quel prix? Et il y a même, à mon sens, il y a des aberrations avec ce devoir de précaution parce qu'on ne peut pas se protéger. Aujourd'hui, c'est comme si, en fait, on avait peur, on a peur du virus, mais on a peur de la mort. Et ce devoir de précaution, c'est on va vous border. Et depuis X temps, avant, on nous bordait parce qu'il y avait des violences, il y a toujours des violences. Aujourd'hui, c'est le virus. Demain, qu'est-ce que ça va être? Il y a vraiment un changement. Et je pense que les uns et les autres, on doit apprendre maintenant, on doit vivre avec un autre état d'esprit. Ça demande une souplesse, ça demande un ensemble d'évolution, de changement dans notre mentalité, dans notre manière de voir les choses. Et c'est vrai aussi que vous, mesdames, si vous nous écoutez, eh bien, vous êtes bien plus, je dirais, résistantes, fortes pour mener à bien tout ça. Et quand bien même, toujours selon les statistiques, vous êtes, mesdames, championnes du monde de la charge mentale. Mais on va dire que c'est normal, entre guillemets, normal. Hein. Pourquoi? Vous avez le foyer, les enfants, l'éducation, votre job, enfin, le social. Il y a énormément de choses à gérer pour vous, mesdames. Donc, vous êtes, entre guillemets, bien meilleures, plus efficaces que les hommes. Mais ça a un prix et ça coûte cher en finalité. Ça coûte cher à la personne. Alors, Jean-Luc Duyard, réaction, votre expertise sur l'imprévu, ce fameux imprévu qu'on vient d'évoquer là. En fait, je suis tout à fait d'accord avec François. Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut aussi qu'on arrive en dehors de la distinction homme-femme, c'est-à-dire qu'on a affaire à des chefs d'entreprise, on a affaire à des entrepreneurs, hommes ou femmes, et je crois que la particularité du fonctionnement psychologique de ceux qui entreprennent est aussi un biais face à l'imprévu, parce que pour connaître et pour avoir rencontré avec APESA énormément de chefs d'entreprise, petits ou grands patrons, en fait, quand on est chef d'entreprise, qu'on crée son entreprise, qu'elle nous soit transmise par nos proches ou que l'on rachète un commerce, on est plutôt des personnes organisées, on essaye de maîtriser les choses. On a, je pense, souvent un fonctionnement solitaire, homme ou femme. Un chef d'entreprise, il pense à toutes ses responsabilités, il porte toutes ses responsabilités. Il n'a souvent pas de durée légale du travail, et particulièrement dans les petites entreprises, petits commerces ou artisanat, ou dans différents métiers. Quand on est à son compte, c'est vrai qu'on ne compte pas ses heures. On n'a pas de médecine ou de dispositif de santé au travail dédié à la santé du dirigeant. Les salariés, on essaye d'en construire, c'est peut-être pas toujours suffisant, mais il y a pas mal de choses qui sont faites. Et donc, cette particularité renforce encore plus, je dirais, le moment de sidération que viennent de traverser beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, je pense qu'il y a la réalité économique face à l'imprévu, et face à une réalité économique et à ce qu'on peut éventuellement identifier à un traumatisme de masse, parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui, depuis la fin février, ils ont pris un coup énorme sur la tête, que ce soit ceux qui sont très très touchés par la crise ou que ce soit ceux qui, malgré tout, ont continué à plutôt bien fonctionner ou ceux qui peut-être ont même surfé sur la crise parce que leur domaine d'activité était un domaine qui a permis de réagir et d'être plutôt actifs pendant la crise. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont aussi touchés par tout ce que les autres qui partagent leur identité de dirigeant traversent. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a jusqu'ici moins d'échecs ou en tout cas de répercussions pour l'instant de la façon dont cet événement traumatique a été porté par les uns et les autres, parce que les mécanismes de défense qui sont des mécanismes psychologiques de ceux qui sont des décideurs engagés, responsables et qui ont l'habitude de vouloir un peu tout maîtriser de ce qu'ils conduisent dans leur projet d'entreprise, ils sont aujourd'hui sidérés. Et je pense qu'il y a vraiment une part de sidération psychique
qui donne lieu à des troubles anxieux, qui donne lieu à des phobies sociales, qui donne lieu à des troubles du comportement, à des troubles alimentaires, à des troubles du sommeil, à des difficultés relationnelles avec les autres. Enfin, c'est des choses qui sont pour l'instant encore un peu supportables, mais jusqu'à quand? Et je crois que paradoxalement, cette année qui a été une année vraiment de sidération face à un tsunami qui n'était même pas pensable pour la plupart des dirigeants en février, a été un énorme coup sur la tête et qu'aujourd'hui, certains commencent tout juste à se réveiller après avoir été complètement sidérés pendant des mois. Et à l'imprévu vient s'ajouter aussi l'incertitude permanente. Comment est-ce qu'on peut, avec ce que l'on vient de vivre, continuer à avoir l'envie d'avoir quand même des perspectives, alors que c'est en permanence, et François le disait tout à l'heure, des messages qui sont des messages répétitifs, violents sur l'incertitude. Comment est-ce qu'on fait pour continuer, même quand on n'est pas forcément en très grande difficulté ou qu'on a passé les moments peut-être les plus durs pour certains, à imaginer que ça ne pourrait pas revenir. Et c'est ça aussi la force d'un traumatisme. C'est que quand on a été touché très violemment une fois, on a toujours le souci, toujours l'impression que ça pourrait revenir. Et c'est aussi ça qui, je pense, met en grande souffrance et en grande difficulté beaucoup de dirigeants aujourd'hui ou beaucoup de salariés. Parce que quand François donnait les chiffres sur les salariés qui aujourd'hui se sentent en insécurité, se sentent extrêmement envahis par des troubles anxieux parce qu'ils ont peur de l'avenir. Mais ils ont raison. Quand on voit le nombre de personnes qui vont être licenciées ou qui ont déjà été licenciées depuis ces 8 derniers mois, je comprends que quel que soit le domaine d'activité, on soit aujourd'hui inquiet en tant que salarié. Et quand en plus on est 2 salariés dans une même entreprise ou dans un secteur d'activité qui est extrêmement touché, vous voyez, ça démultiplie le risque. Donc voilà, l'imprévu, l'inédit, vient sur des mécanismes psychiques qui nous obligent à nous défendre. Donc, quand vous parliez tout à l'heure, M. Cavard, de cette femme chef d'entreprise qui utilisait un peu la méthode Coué pour continuer à survivre, mais quel autre choix on a aujourd'hui que d'être convaincu ou d'essayer de se convaincre que ça va passer? Tout à fait. Une expertise pour APESA, c'est qu'on se rend compte, et c'est peut-être aussi ce qu'il faut arriver à dire aux personnes qui aujourd'hui sont un peu sidérées ou souffrent, c'est qu'il vaut mieux leur dire c'est très dur, très violent ce que vous traversez, plutôt que vous inquiétez pas, ça va passer. Parce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un qui est sidéré depuis 8 mois et qui dort plus tellement il est inquiet pour la suite et déjà sans doute très très abîmé dans l'économie de son entreprise et dans sa vie d'homme ou de femme, eh bien c'est difficile de dire vous inquiétez pas, ça va aller. C'est presque plus violent à entendre que ce que vous traversez, c'est sans doute une des périodes de votre vie la plus violente. J'ai vu une question passer, mais on va répondre à cette question par rapport à l'aide à l'entrée de chefs d'entreprise avec APESA dans quelques instants. François, une réaction avant d'aborder un autre constat qui est quand même intéressant. Une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit ou conforter les propos. Bien sûr que la méthode Coué, elle est bien, mais encore une fois, elle a ses limites. Mais comme je le dis bien souvent, il est préférable d'être positif que négatif. Ça peut aider, mais c'est pas suffisant et ça se saurait. Il est évident qu'il est préférable de dire la vérité, de jouer la transparence auprès de ses clients en disant, moi ce que je dis à certains, je dis écoutez, estimez-vous heureux parce que ça pourrait être pire. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont pires que vous. Donc maintenant, c'est une question d'état d'esprit et ensemble, on va travailler, ensemble, on va avancer pour vous alléger. Parce que on a tous un ensemble, un bagage que l'on porte depuis notre enfance. Un bagage intellectuel, un bagage moral, culturel, expérience, etc. Tout ça, ça pèse. Il arrive un moment où ça ne sert plus à grand-chose. Donc, il faut s'alléger pour traverser cette expérience le plus léger possible. Et comme je dis, pour surfer sur la vague. Ça vous parlera à Michel qui est sur les pontons. Donc, il est nécessaire d'être le plus léger possible. Et pour cela, c'est peut-être de faire travailler plus son imagination, parce que dans une période difficile comme ça, et je pense que Jean-Luc pourra le confirmer et l'attester auprès des tribunaux, il y a quand même des personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, et il y en a qui arrivent à trouver de nouveaux marchés et à rebondir, à faire du chiffre. Et tout à l'heure, j'étais avec une de mes clientes, elle est en train de réfléchir sur une opération qui pourrait être une embellie. Mais simplement parce qu'elle arrive au bon moment, je dirais, elle va prendre la vague et ça peut être très intéressant. Donc, tout n'est pas négatif, mais certes, pour les entrepreneurs, pour les dirigeants, pour les salariés, comme tout le monde baigne dans dans ce réservoir glauque de mauvaises énergies, de mauvaises nouvelles, alimentées par les médias sans arrêt. Quand vous branchez les informations, il y a des morts, il y a ci, il y a ça. Et les gens, avec la fameuse injonction paradoxale, les gens sont complètement perdus. C'est compliqué. Ils mettent le masque. Enfin,
tout est difficile pour eux. Donc, il est nécessaire à un moment de les faire sortir par le haut pour dire, attendez, vous habitez au rez-de-chaussée, allez, venez, je vais vous montrer, prenez l'ascenseur au 10e, c'est complètement différent. Et à partir de là, il y a, ah, mais oui, mais tiens, mais c'est vrai. Et c'est là où c'est nécessaire de leur donner cet entrain, cette motivation. On en parlait, j'ai fait une interview au MEDEF, au dernier MEDEF là, cet été, et on en parlait également avec Sophie Desmontons, présidente d'Éthique. On était quand même agréablement surpris de voir qu'il y a des patrons qui ont du rebond et qui n'attendent pas après l'État pour faire des choses. Donc, il y a quand même des signes intéressants. Mais certes, ceux qui étaient fragiles auparavant, ils vont disparaître. Alors, quand je dis ils vont disparaître, leur entreprise va disparaître. Après, il faut rebondir. D'où la nécessité, mais on en reparlera tout à l'heure, si on a une bonne cellule familiale, si on a une bonne cellule amicale autour de soi, ça peut aider. Ça ne fait pas tout, ça ne fait pas les fins de mois. Mais, encore une fois, ne vous laissez pas emporter par cette déferlante. Quand, je pense que même Jean-Luc a dû entendre parler de cette commerçante, une jeune de 25 ans en Belgique, qui s'est foutue en l'air parce que confinement, elle n'arrivait plus à payer les traites, ou il y avait pour 20 000 euros, etc. Elle s'est foutue en l'air. C'est quand même, c'est aberrant, enfin, c'est grossier ce que je dis. Le jour même, on a eu un suicide d'une jeune restauratrice aussi à Lannion, je crois. Hein, oui, tout à fait. Et oui, ça, c'est une vraie réalité. Alors, si tu permets, François, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que c'est très important ce que tu dis, c'est que, en fait, ce que j'ai constaté, ce que je constate systématiquement quand les gens vivent des choses extrêmement difficiles, c'est que passer les périodes de choc, passer les périodes de sidération, quand on est en capacité de retrouver encore, ou de retrouver un petit peu des capacités de penser, finalement, ça réouvre la créativité. Et ça, c'est très important parce que je pense que du côté des salariés ou du côté des petits patrons qui viennent de subir une période extrêmement violente, on voit bien ceux qui allaient pas trop mal et qui avaient des métiers où on pouvait continuer à avoir nos salaires, on a réinvesti notre intérieur, les liens avec nos enfants, notre entourage, peut-être nos amis, on a découvert des outils numériques, c'était le moment parce qu'on connaissait pas trop, on maîtrisait pas trop, et donc dans beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de salariés ou pour beaucoup d'hommes et de femmes, on a été forcés à avoir un regard sur soi, avoir un regard sur son métier, sur l'avenir, sur nos liens, sur les facteurs de protection, sur les loisirs. Et ça, c'est intéressant quand même pour ceux qui ont aujourd'hui des capacités et qui ne vont pas suffisamment mal pour s'autoriser à penser au positif et à en tirer du positif. Et je pense que beaucoup vont pouvoir en tirer du positif parce que beaucoup de gens ont changé. Et beaucoup de gens ont changé avec plus de créativité, avec parfois des choses un peu paradoxales, c'est de changer complètement de métier. Je discutais avec Olivier Dubois ce matin, il me disait qu'il y a 3000 infirmiers qui ont démissionné sur l'année, pas pour aller travailler ailleurs, pour changer de métier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et ça rejoint ce que disait François, c'est qu'heureusement que le fait d'être acculé dans des situations auxquelles on n'avait jamais pensé, ça nous pousse à la créativité. Et ça, ça fait partie de nos facteurs de résilience, nous les humains. Même quand on vit des choses tragiques, passer le choc, quand on trouve un petit peu de ressources, quand on réouvre effectivement des perspectives malgré tout, et puis on a besoin d'avoir de la créativité et de se projeter quand même dans l'avenir. Mais pour ça, il faut avoir des capacités de penser, il faut un peu être réanimé, ou il faut être soutenu, comme tu disais François. Alors, ceux qui sont soutenus, ils ont de la chance parce que peut-être que ce processus de changement va un petit peu plus vite. Et puis, quand certains salariés ou chefs d'entreprise sont isolés, c'est là où il faut qu'on intervienne, pas en leur disant qu'il faut venir nous voir, mais en allant à leur rencontre. Et ça, c'est aussi un principe pour moi très important, c'est de se dire que les gens qui sont aujourd'hui en mal-être, sidérés, dans l'incapacité d'être créatifs ou de retrouver des perspectives, il faut qu'on soit très solidaires, qu'on les identifie le plus tôt possible, et c'est l'objet de toutes nos institutions ou associations, et qu'on aille à leur rencontre pour pas leur tendre la main, mais aller chercher leurs mains et les tirer vers nous. Et les aider à effectivement, comme dit très bien François, malgré la situation très difficile, ouvrir d'autres fenêtres. Et puis des fenêtres qui parfois n'ont jamais été imaginées parce qu'on n'avait jamais pensé un jour devoir changer de fenêtre. Exactement. C'est pour moi une vraie réalité avec la possibilité, j'imagine, et j'espère en tout cas pour beaucoup, peut-être de changer de vie. Et on voit bien, il y a beaucoup de gens qui communiquent en disant ça m'a permis de redécouvrir mes enfants, de repasser du temps avec eux ou d'avoir envie de changer de métier et de me préoccuper un petit peu plus de l'environnement, de la nature, des autres. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors Jean-Luc, on parle de la famille, on va l'évoquer pour les clés, pour rebondir, le sujet d'aujourd'hui. Juste avant, il y a quand même un autre constat qu'on a pu faire qui est un peu paradoxal. Ça va intéresser tout le monde. Là, c'est plutôt au niveau santé.
que vous m'avez dit que les plus fragilisés, ce qui pourrait être paradoxal, sont peut-être moins atteints que nous ou les personnes qui n'ont pratiquement jamais eu de côté négatif au niveau maladie. J'aimerais bien cette expertise en quelques mots. Oui, alors c'était pas moins atteint, c'est par expérience, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de la résilience. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand quelqu'un a déjà connu des moments difficiles et qu'il a déjà dû s'adapter, justement en passant par la créativité, en changeant de métier, en allant se faire aider parfois ou en étant accompagné, eh bien quand on a déjà vécu difficile et qu'on a construit des processus de réaction face aux difficultés, en fait, on a développé des compétences au changement et développé des compétences à supporter les choses difficiles. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais ça veut dire que face à quelque chose qui aujourd'hui est déjà compliqué, on a déjà dans le processus psychologique, vous voyez, on va se servir de stratégies qu'on a déjà utilisées dans d'autres moments. Je dis ça parce que j'ai longtemps accompagné des familles endeuillées par suicide. Et en fait, les familles endeuillées par suicide, on s'aperçoit que les gens qui sont touchés par un drame aussi terrible que ce genre de choses, eh bien, ceux qui ont déjà dans leur enfance ou dans leur vie rencontré des choses difficiles, connu des rituels, des coutumes, des traditions familiales ou sociales ou amicales, eh bien, ils tiennent un petit peu moins douloureusement ces moments-là et puis ils s'organisent. Ça ne veut pas dire qu'ils souffrent moins, mais ça veut dire que la souffrance, ils la transforment peut-être un petit peu plus vite et ils y font face avec plus de compétences et plus de stratégies. Ça veut dire que, effectivement, aujourd'hui, les gens qui ont déjà connu des moments difficiles, et ça fait l'écho avec ce que l'on disait sur l'imprévu ou l'inédit de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'en mars, un chef d'entreprise qui a toujours connu le succès, eh bien, il est peut-être un peu plus abîmé et un peu plus sidéré que celui qui a déjà peut-être traversé des échecs et qui a dû se battre, rebondir, diversifier, changer de métier, avoir peut-être une deuxième entreprise, se planter une fois. Vous voyez, ça veut pas dire qu'on souffre moins, mais ça veut dire que face à ces situations-là, qui se reproduisent, on a déjà un peu de stratégie possible. Et ceux qui subissent ça pour la première fois, comme l'adolescent qui subit pour la première fois la rupture amoureuse, il n'a pas de stratégie pour faire face à ça. Parce que la violence de ce qu'il ressent est à la hauteur de la difficulté qu'il a à trouver des ressources pour y faire face. Voilà, précision qui était importante de faire. Alors, on va aborder les clés pour rebondir. Alors, François, tiens, je vous passe la parole avant de la repasser à Jean-Luc Douillard. Il y aura les clés. On va parler d'APESA, évidemment. Moi, j'y tiens à APESA France. Il y a quand même des choses très importantes. Alors, des clés, François Michalon, on attend des clés pour rebondir et sortir de cette crise sanitaire. Alors, les clés de François Michalon. Je les cherche justement, je ne sais plus où j'ai mis mon trousseau. Mais bon, je vais en imaginer. C'est même pas les imaginer parce que quand j'écoutais Jean-Luc parler, il y a une clé qui me vient et qui est absolument extraordinaire et qui est utile. Avant d'en arriver à cette clé, je reviens juste à ce qui vient d'être dit à l'instant. Parce que certes, ça fait 20 ans que je suis dans le conseil avec une méthodologie bien particulière, très efficace, mais je suis aussi un entrepreneur. Et un entrepreneur, ça fait 40 ans que je suis un entrepreneur. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et si je vous parle de ça, c'est qu'il y a très longtemps en arrière, la première fois que j'ai vécu la lettre d'un huissier, je tremblais comme une feuille. Et puis, on me dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comme certains, peut-être, n'ont jamais reçu. Et quand vous recevez la feuille de l'huissier, attention, j'arrive, etc. Et là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous faites l'expérience de ça, vous en avez eu 1, 2 ou 3, après, ça vous fait sourire parce que vous connaissez le système. Quand vous avez pris des contrôles URSSAF, quand vous avez pris des contrôles fiscaux, etc., évidemment, le première fois, c'est dur. Après, ça va. Vous savez comment gérer et vous êtes habitué. Donc, l'expérience est nécessaire. Ceux qui ont le plus d'expérience dans différents domaines de la vie, ils sont, je dirais, beaucoup plus armés. Pour rejoindre à ce que disait encore une fois tout à l'heure Jean-Luc, on est beaucoup plus armé. Celui qui n'a pas vécu tout cela, effectivement, c'est compliqué pour lui. Donc, vous voyez que l'expérience est très enrichissante et c'est un capital qui n'a pas de prix. Il y en a qui vont dire non, mais moi j'ai ça sur mon compte en banque, je suis rassuré. Non, il n'est pas rassuré. Parce qu'il tremble, il se dit mais qui va me prendre mon argent? Parce que si la banque demain il bloque tout, j'ai perdu mon argent. Or, tout ce que vous avez accumulé en vous, si vous arrivez à en faire bon usage, c'est-à-dire, si vous prenez le dessus, mais c'est extraordinaire. Ou alors, vous en avez d'autres qui disent « Oh là là, mais j'ai vécu tout ça, mais c'est terrible, c'est dur, etc. J'ai pas de chance. » Mais non. C'est une question d'état d'esprit. Donc, je referme la parenthèse parce que c'est très important et ça fait partie d'une clé, c'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit faites-vous votre vie au quotidien?
Alors, une clé qui est capitale et qui rejoint encore une fois ce que disait Jean-Luc, solidaire. Pour moi, solidaire, c'est l'entraide. Une des clés fondamentales, surtout en ce moment, c'est l'entraide. Quand, tout à l'heure, je vous disais, il est nécessaire d'avoir une bonne cellule familiale, une cellule amicale, relationnelle qui est là, c'est nécessaire. L'entraide est nécessaire. Et quand c'est dur, eh bien, on a constaté, notamment lors du premier confinement, qu'il y avait une entraide qui se passait. Et l'entraide, elle est de plein de manières différentes. Ça peut être de dire, tiens, je vais chercher les courses de mon voisin, je vais aider un tel, je vais faire ci, je vais faire ça. Des petites choses au quotidien font l'entraide et font que ça resserre les liens. Et vous allez constater que si vous pratiquez l'entraide, c'est-à-dire que si vous faites des choses qui sont utiles pour les autres, encore une fois, des petites choses, ça ne veut pas dire faire des choses immenses, faites des petites choses au quotidien qui vont être utiles, vous allez voir comment ça va vous faire du bien à vous aussi. Parce que vous allez rendre service à quelqu'un et en même temps, ça va faire du bien à la personne qui va vous le rendre. Et évidemment, faites-le sans arrière-pensée, parce que c'est mieux. Si vous faites telle chose pour avoir telle chose en retour, non. Faites-le avec le cœur, allez vers les autres. On en parlait avec le président des commerçants, Francis, comment il s'appelle ? Francis Palombi. Merci, Francis Palombi. Je disais aux commerçants, ne pensez pas au chiffre d'affaires. Pensez au client, pensez à la relation que vous avez avec lui. C'est ça le plus important. Le chiffre d'affaires, il viendra après. Allez vers l'autre. L'entraide, c'est une clé fondamentale. Il y en a plein d'autres, bien sûr, on va en parler d'autres. Mais voilà ce que je voulais vous dire déjà dès le départ. L'entraide, pour moi, c'est fondamental. Jean-Luc Douillard, alors vos clés, avant d'aborder Apesa, où on donnera des chiffres, on va donner le fonctionnement d'Apesa qui intéresse. Il y a beaucoup de questions là. Alors, des clés de Jean-Luc Douillard. Le côté sanitaire, respecter les conditions, etc. Il y en a sûrement d'autres. Mais pour compléter ce que disait François, je suis entièrement d'accord avec la première. C'est vrai qu'aujourd'hui, même quand on est dans son identité professionnelle en difficulté, se sentir utile dans d'autres domaines, ça peut être une clé vraiment essentielle pour accepter l'idée qu'on a quand même, que notre vie a encore du sens. Parce que je pense que beaucoup de dirigeants ou de salariés aujourd'hui on se pose la question du sens de la vie, du sens du travail, du sens du temps que l'on passe à beaucoup travailler et à plus prendre soin de soi. Donc, je pense que dans ce que disait François, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, c'est de se dire que finalement, quand on est les uns les autres confrontés à des choses très difficiles, il faut qu'on aille nourrir d'autres identités. Si l'identité professionnelle est attaquée, il faut qu'on ait la possibilité d'ouvrir notre regard et de passer du temps dans d'autres identités. Ça veut dire parfois les identités de territoire, ça veut dire l'environnement, ça veut dire les autres, ça veut dire nos enfants, ça veut dire notre famille, quand il y a suffisamment de bons liens pour que la famille soit une ressource. Parce qu'on n'est pas égaux non plus, on ne peut pas utiliser tous les mêmes ressources. Donc, c'est difficile de dire quelle est la clé, si ce n'est essayer, quand une identité que l'on porte est attaquée, abîmée, d'aller trouver dans une autre identité le sentiment d'estime de soi et le sentiment d'exister pour d'autres dans une identité. Ça veut dire aussi prendre soin de soi, parce que, évidemment, ici, la question des termes de Saujon est importante parce que je suis convaincu, et c'est pour ça que j'y suis venu, après 25 ans de conduite d'un projet de santé publique sur la prévention du suicide, c'est que je suis convaincu qu'une des clés supplémentaires, c'est de pouvoir permettre au corps aussi d'être pris en charge. Et je pense que quand les gens sont en difficulté psychologique et qu'on peut en plus les accompagner sur le lâcher-prise corporel et sur des outils psychoéducatifs ou psychocorporels qui permettent aussi de se ressentir, parce que c'est pour moi très important pour pouvoir s'autoriser à se sentir exister, de ressentir aussi son corps. Et Dieu sait si beaucoup de dirigeants ne prennent pas suffisamment soin d'eux ou pas du tout soin d'eux. Et généralement, la santé du dirigeant, elle est directement corrélée avec la santé de l'entreprise. Donc, on imagine bien aujourd'hui l'état de santé psychique ou physique d'un dirigeant, alors que l'économie de son entreprise est extrêmement abîmée par la situation. Donc voilà, une autre clé, c'est le lâcher-prise corporel et puis tous les outils qu'on peut trouver dans son environnement ou dans des institutions pour aussi être accompagné. On voit bien que des gens qui faisaient du sport, faisaient de la musique, étaient créatifs, ils ont pour beaucoup laissé tomber un peu ça, parce que quand on est mal psychologiquement, on a tendance à se couper paradoxalement aussi assez vite de ce qui nous faisait du bien.
parce qu'on se dit on n'a plus le temps, il faut qu'on bosse encore plus. Mais non, le temps ce qui nous permettait de bosser comme un dingue, c'était justement parce qu'on prenait 1 heure ou 2 à faire du sport dans la semaine. Quand l'entreprise va bien, on est capable de cumuler tout ça. Mais quand l'entreprise va mal et que notre projet professionnel est attaqué, paradoxalement, on commence à se couper de tout ce qui nous permettait justement d'être à la hauteur du projet entrepreneurial ou du projet de salarié. Donc, ça, c'est important. Donc, d'aller chercher dans d'autres identités, familiale, institutionnelle, associative, le lien avec nos enfants, enfin tout ce qu'on peut nourrir de l'identité pour avoir le sentiment d'exister quand même en dehors de sa vie professionnelle, parce que c'est aussi ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui le travail prend une telle part dans nos vies, que l'on soit salarié ou chef d'entreprise, qu'on a le sentiment aujourd'hui que si cette identité professionnelle s'arrête, on n'existe plus. Et ça, c'est aussi sans doute une perspective de travailler ou d'accompagner un peu différemment les dirigeants. Moi, je rêve de pouvoir créer un dispositif de santé dédié aux dirigeants pour qu'on leur apprenne dès le départ et qu'on les oblige dès le départ à prendre soin d'eux physiquement et psychologiquement, en plus du projet qu'ils vont devoir conduire avec une santé physique et une santé psychique dont on prend soin. Donc pour moi, c'est aussi des clés. Et puis l'autre clé, c'est de comprendre les processus qui nous mettent en difficulté quand on rencontre des choses difficiles. Voilà, parce que si on comprend nos processus, on va accepter peut-être un petit peu plus tôt d'en parler et de demander de l'aide, parce que ça aussi, c'est une culture dans laquelle on n'est pas forcément en France. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, ça doit être fort, ça doit être dur, ça doit résister, ça doit prendre la responsabilité pour tout le monde, ça doit s'occuper de ses salariés, ça doit bien gérer, être un bon comptable, mais on ne leur dit pas que la priorité, c'est d'aller bien, physiquement et psychologiquement, pour pouvoir conduire tous ces projets. Donc voilà, quelques clés possibles. Et puis l'idée, pour moi évidemment, et c'est ce qu'on a découvert quand même avec APESA depuis 7 ans, et ce sera peut-être le lien sur le sujet suivant, c'est qu'on s'aperçoit que des gens complètement au bord du suicide, quand on va les chercher pour les réanimer un petit peu psychiquement avec des intervenants qui ont les clés et les outils pour accompagner ça, soit sur le somatique, soit sur le psychologique, eh bien, on s'aperçoit et on a la preuve avec beaucoup de dispositifs que les gens ne vont pas jusqu'au geste suicidaire et au contraire, trouvent de la ressource et sont même encore plus aidants pour les autres après. Et ça, c'est pour moi un bel exemple aussi de ce qu'on peut faire, c'est de parler plus tôt, en se disant que mettre des mots sur sa souffrance, ce n'est pas ça qui fait qu'on est faible, au contraire, c'est peut-être même très courageux, mais la démarche n'est pas simple, surtout quand on ne l'a jamais faite et qu'on ne s'imagine pas qu'aller voir un psychologue quand on est en difficulté dans son entreprise ou dans son projet professionnel, ça pourrait nous aider à être un petit peu moins en difficulté dans sa vie professionnelle. Alors justement, APESA, on va l'aborder tout de suite. Juste avant d'aborder APESA, ce que ça représente pour les chefs d'entreprise, les dirigeants, François Michalon, j'ai entendu le lâcher-prise. Ça vous parle ça, le lâcher-prise? Oui, bien sûr que ça me parle, lâcher prise. Je souris parce que effectivement, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu galvaudé par moments parce qu'on dit il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Mais c'est pas facile de lâcher prise parce que, comme je le dis très souvent, vous pouvez lâcher, mais la prise, elle ne veut pas vous lâcher. Et c'est là où c'est compliqué, parce que la prise, elle n'a aucun intérêt à vous lâcher, même si vous le souhaitez. Mais la prise, elle ne veut pas. Donc là, à partir de là, ça me ramène à des programmes que j'ai en place où justement, c'est intéressant d'arriver à lâcher. C'est intéressant, on en revient à une des clés pour moi qui est fondamentale, qui est la légèreté, c'est-à-dire alléger votre vie. Alléger votre vie au plus possible dans tous les domaines de votre vie. On est capable de faire le tri dans son placard de vêtements, de chaussures, dans ses placards un peu de partout, mais est-ce qu'on est capable de faire le tri à l'intérieur de soi? Ça, c'est plus compliqué parce qu'on est face à soi-même. On dit, oh là là, mais non, mais tout va bien, je veux pas ci, je veux pas ça. Il est nécessaire de faire le tri parce qu'au plus vous allez trier, au plus vous allez être léger. Au plus vous êtes léger, au plus vous allez surfer sur les vagues du bateau. On voit en ce moment, il y a des bateaux qui cassent pour tout un tas de raisons. Mais en compétition automobile, on fait en sorte qu'une voiture, on va la préparer, on va préparer la mécanique, mais on va alléger, on retire tout ce qui ne sert à rien. Donc, un sportif de haut niveau, quand je me suis occupé, c'est pareil, faisait en sorte de l'alléger mentalement parce qu'il retrouvait une joie, un enthousiasme, une explosivité pour trouver son flow qui était absolument extraordinaire. Donc, légèreté, oui, c'est indispensable. Et puis, je reviens encore une fois à ce qui a été dit. Il y a une chose qui est capitale, effectivement. L'entrepreneur, le dirigeant, ne prend pas assez soin de lui et qui se laisse manger par son entreprise. Or, il y a une chose qui est capitale, et je le disais tout à l'heure à la marque automobile, je disais, voilà, c'est très simple, vous êtes
la personne la plus importante de votre vie. Donc, vous ne devez pas vous banaliser parce que vous êtes sacré quelque part. Vous êtes une sacrée personne et en aucun cas, vous ne devez vous banaliser. En vous banalisant, c'est pas bon parce que vous banalisez tout. Et vous êtes la personne la plus importante de votre vie parce que vous devez prendre soin de vous. Et vous ne pouvez en aucun cas aller donner 100 € à quelqu'un si vous n'en avez que 50. Parce qu'on constate bien souvent qu'il y a des personnes qui disent « oui, je vais aider, je vais faire ci, je vais faire… » Non, 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 non. Charité bien ordonnée commence par toi-même. Donc, bonne santé mentale, bonne forme de pensée émotionnelle et physique. Et également, on ne l'a pas abordé là, mais c'est important, et on en parle dans le livre que j'ai coécrit avec mes deux amis médecins, le docteur Elie HDI et le docteur Alain Delabou, qui est chrononutritionniste, enfin c'est lui, c'est le père de la chrononutrition, qui est donc nutritionniste. Et on en a parlé également parce que j'ai eu la chance d'être reçu au terme de Saujon à la fois par Jean-Luc et à la fois par le docteur Olivier Dubois, qui est une très belle institution dans un cadre extraordinaire, donc on est bien. Et la nutrition est très importante parce que la manière dont vous allez manger, la qualité des ingrédients et en certains moments, ça va jouer sur votre corps, ça va jouer sur votre mental, ça va jouer sur tous les plans. Donc, vous voyez qu'il y a énormément, ce sont des petits détails, mais qui, mis bout à bout, fait qu'on ne peut pas se banaliser. Il n'y a aucun intérêt à se banaliser parce que vous êtes une personne sacrée, vous êtes une sacrée personne, c'est comme vous voulez. Et ça fait partie des clés qu'on ne va pas entendre, qu'on ne va pas lire, mais c'est très, très important, ne vous banalisez pas. Jean-Luc Douillard, des chiffres qui parlent. 3000 sentinelles, 1400 psychologues, ça, c'est APESA France. Explication, là, c'est une très, très grosse clé, Jean-Luc Douillard. Mais je vais faire le lien avec effectivement ce que disait François, c'est que pour pouvoir effectivement faire face à la crise, malheureusement, il faut qu'on soit en capacité de penser. Et c'est de là que part le dispositif APESA, c'est-à-dire que pour faire le tri dans ses projets, pour être créatif, pour pouvoir anticiper et accepter l'idée de se projeter à nouveau dans autre chose, y compris en post-liquidation d'une entreprise ou de faire le deuil ou de vivre le deuil d'un poste de salarié, d'un emploi que l'on a perdu, il faut qu'on soit en capacité de penser. Et le dispositif APESA est né de cette réalité-là. Donc, APESA, c'est un dispositif, l'acronyme veut dire Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. En fait, on a créé ça avec Marc Bignet, qui est greffier au tribunal de commerce de Saintes. Je faisais une conférence auprès des magistrats du TGI de Saintes en 2012 sur ce que je porte encore aujourd'hui dans toutes mes fonctions et dans toutes mes interventions. Je pense que la prévention du risque suicidaire, c'est d'abord une affaire de proximité et donc de sentinelle avant d'être une affaire de spécialiste. Et qui peut repérer une personne fragile? Les gens qui vivent à proximité ou qui la côtoient dans son environnement. Mais surtout pas en premier les experts, psychiatres ou psychologues que nous sommes et qui malheureusement rencontrent un peu trop tardivement ceux qui traversent des moments difficiles et qui vont jusqu'à effectivement une mise en acte ou un mal-être tellement aigu qu'il faut une hospitalisation ou on fait une tentative de suicide et puis derrière, quand on a la chance de survivre, on peut nous les rencontrer. Donc, on s'est rencontrés avec Marc et lui il me faisait un constat que faisaient beaucoup d'acteurs des procédures collectives, en tout cas des procédures de traitement des difficultés des entreprises, c'est-à-dire on voit trop tardivement dans les tribunaux de commerce des chefs d'entreprise épuisés, laminés, en cessation de paiement pour leur entreprise. Et puis on entend de plus en plus, c'était en 2012, des personnes qui s'effondrent dans les audiences, des gens qui s'effondrent dans les rencontres individuelles avec le mandataire judiciaire ou avec le greffier ou avec un avocat. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on essaye de faire dans les tribunaux de commerce. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire un peu différemment? Donc en fait, on s'est rencontrés, j'ai assisté à beaucoup d'audiences et j'ai construit et proposé à Marc que l'on porte tous les deux un dispositif de prévention du suicide qui consiste à former des sentinelles plutôt du monde économique et du monde judiciaire, en se disant que qui peut rencontrer un chef d'entreprise et pouvoir lancer une alerte ou s'inquiéter pour lui, si ce n'est pas d'abord des gens de l'entreprise, donc des entrepreneurs pour des entrepreneurs, et puis le monde économique dans la CCI, en chambre du métier de l'artisanat, dans peut-être même les formations initiales, et puis le monde de la banque, l'URSSAF, le Trésor public, les huissiers, les commissaires-priseurs, plutôt ce monde économique ou ce monde judiciaire, en se disant que ce que j'ai proposé et ce que Marc a validé évidemment dans son milieu, c'était de se dire qu'on peut faire une formation
à ceux qui ne sont pas des experts de la santé mentale sur comment est-ce qu'on peut mettre des mots sur la souffrance de quelqu'un que l'on côtoie, indépendamment du lien qu'on peut avoir avec lui et indépendamment du contexte de la rencontre. Et une fois qu'on fait ça, eh bien, on a créé un outil qui est maintenant numérique parce qu'on a eu évidemment depuis quelques années des moyens pour nous permettre de structurer ce dispositif, qui est une fiche alerte numérique. Donc, on forme des sentinelles et on a effectivement aujourd'hui sur la plupart des départements français à peu près 3000 sentinelles que l'on a formées au repérage du mal-être et à avoir la capacité à dire des choses très simplement aux gens qu'ils côtoient. Et puis à être convaincant pour proposer aux gens les plus en difficulté de bénéficier d'un soutien psychologique. Mais le dispositif APESA consiste à demander au chef d'entreprise s'il est d'accord, pas pour aller voir un psy, mais pour être rappelé par un psychologue. Donc, la sentinelle, avec l'accord du dirigeant, nous transmet ses coordonnées sur une fiche alerte numérique. On a une veille sanitaire qui est à Nantes, qui est portée par une structure qui s'appelle Ressources Mutuelles Assistance, RMA, et qui a aujourd'hui 6 psychologues qui se relayent pour récupérer toutes les fiches alertes de toutes les sentinelles que l'on a formées. Quand on reçoit une fiche alerte, une des psychologues qui est coordinatrice rappelle le chef d'entreprise dans l'heure qui suit. Voilà, on est aujourd'hui à 48 minutes de délai de rappel entre le moment où une sentinelle lance une alerte pour un dirigeant et le moment où le dirigeant est rappelé par une des psychologues coordinatrices. Il va bénéficier d'un premier entretien d'une demi-heure, 45 minutes de soutien psychologique et d'évaluation complémentaire de sa situation. Et ensuite, on a donc un réseau de consultants dont vous parliez tout à l'heure, M. Cavard, à peu près 1350 ou 1400, je ne sais plus, psychologues avec lesquels on a des conventions, qui ont accepté d'abord d'être formés par APESA sur la conduite d'entretien de crise et qui acceptent l'idée de se rendre rapidement disponible, d'être sollicités dans ces situations-là quand le chef d'entreprise habite au plus proche du cabinet de la personne concernée. On transmet les informations, il va rappeler avant ce soir la même personne et lui proposer une première consultation gratuite pour le dirigeant dans les 5 jours qui suivent l'alerte. Et ensuite, ce dirigeant va bénéficier donc sur des fonds qui sont collectés par les APESA locales, donc pratiquement toutes issues des tribunaux de commerce ou des juridictions commerciales avec des partenaires financiers que peuvent être la CCI, certains services de santé au travail, enfin bref, des fonds qui sont récupérés par les APESA locales et va permettre à ce chef d'entreprise de bénéficier de 5 consultations chez ce psychologue. Donc ça, je dirais, c'est le dispositif APESA classique qui existait et qui existe aujourd'hui dans 66 tribunaux de commerce. Et on a, avec le confinement, été sollicité par le ministère de l'économie pour ouvrir un numéro vert. Donc, on a ouvert un numéro vert APESA qui, effectivement, permet de compléter ce dispositif parce que pendant le confinement, les tribunaux de commerce étaient fermés, les CCI, les CMA étaient fermés, les banques étaient inaccessibles. Donc, on avait beaucoup de chefs d'entreprise au téléphone et c'était important qu'on puisse continuer à proposer un soutien psychologique pendant ce temps de confinement. Comme on ne les rencontrait plus, on a mis un numéro vert et au bout du numéro vert que l'on a reconduit pour les 6 mois à venir, donc complémentaires aux APESA classiques, ce sont des psychologues du réseau APESA qui répondent et qui orientent les chefs d'entreprise demandeurs d'un soutien vers des psychologues du département concerné pour une prise en charge de consultation aussi avec ces psychologues. Et on a rajouté un 3e dispositif. Pendant le confinement, on s'est adapté aux formations en ligne. Donc, on a commencé à former à la demande des collectivités territoriales et puis de la Chambre de commerce et d'industrie, CCI France, CMA France, et puis pas mal de collectivités territoriales, des professionnels du monde économique qui n'étaient pas forcément identifiés en premier lieu pour nous comme étant des sentinelles, que l'on a formés et qui ont accès directement, eux aussi, à des fiches alertes et peuvent lancer des alertes pour des gens qu'ils côtoient dans leurs différentes fonctions. Voilà, donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui à peu près 3200 prises en charge classiques et à peu près 600 prises en charge en lien avec le numéro vert. Voilà, donc on est presque à 4000 prises en charge depuis 7 ans de chefs d'entreprise qui ont été identifiés par des personnes de proximité, accompagnés psychologiquement déjà ou soutenus par ces personnes. Ils ont accepté d'être pris en charge et nous, on a pris le relais pour les accompagner vers des consultations qui ne sont pas de la psychothérapie. C'est vraiment plutôt des moments où on va raconter. Et puis, Dieu sait si déjà raconter dans un lieu neutre tout ce qu'on a traversé et tout ce que l'on traverse, ça aide à retrouver justement des capacités de pensée. Donc, je dis souvent que le dispositif APESA, les consultations qui y sont proposées sont des consultations de réanimation psychique où on va réactiver les processus de pensée, permettre à quelqu'un de raconter à un professionnel du soin à quel point c'est difficile. Et en même temps, plus on raconte à quelqu'un qui est capable de l'entendre sans jugement et qui nous aide à le raconter, plus on libère justement ce que disait François tout à l'heure, la capacité de créativité, le fait de pouvoir se redonner un petit peu de souffle et de pouvoir rebondir, en tout cas d'avoir le sentiment que finalement on va pouvoir se rattacher à d'autres identités
et traverser les moments les plus durs, quitte à ce qu'effectivement la liquidation judiciaire soit prononcée, mais qu'on n'ait pas le sentiment que la seule chose à faire, malgré la liquidation ou malgré le licenciement, c'est de mettre fin à ses jours parce qu'on est devenu quelqu'un d'inutile pour la société et de mauvais parce qu'on n'a pas conduit son projet d'entreprise comme on aurait pu le faire, quoi. Et la réalité de cette année, ça nous montre que beaucoup de chefs d'entreprise qui sont d'excellents chefs d'entreprise sont malgré tout aujourd'hui aussi paradoxalement au bord du suicide parce que l'économie de l'entreprise est catastrophique depuis 8 mois. Jean-Luc Douillard, ce qui fait plaisir. Jean-Luc Douillard, le numéro vert, on peut l'avoir, ce numéro vert, pour tous les chefs? Oui, c'est 08 05 65 50 50, je crois. Nous pourrons l'inscrire justement. Je vais vérifier entre-temps. Nous pourrons l'inscrire. Réaction, François Michalon, avant, dans les dernières minutes qui nous restent, de parler de Saujon, des termes de Saujon, parce qu'il y a quand même une information importante à donner. Réaction sur ce que vient de nous donner la clé très importante de Jean-Luc Douillard. Il y a une chose qui est, c'est un constat en France, c'est que malheureusement, quand on n'arrive pas à mener à bien une entreprise, ou quand elle est liquidée, ou quand on dépose le bilan, mettons le terme que l'on veut dessus, il y a encore une mauvaise image. C'est-à-dire qu'on nous regarde avec suspicion, on est mal considéré, on nous montre du doigt. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, on va te dire combien de fois tu as échoué. Et au plus tu as échoué, au mieux c'est. Or, en France, si on monte une boîte et qu'on se plante, on dit « Oh là là, mais c'est pas bien, il s'est planté ». Or, ça marque ça. Psychologiquement, ça marque la personne. Et comme bien souvent, je dis bien souvent, le dirigeant s'est identifié à sa société, s'est identifié à son bébé qu'il a porté, qu'il a fait grandir, eh bien, le jour où ça s'arrête, pour une raison, on va dire par la force des choses comme en ce moment, c'est dramatique parce qu'il s'est identifié à son entreprise. On le voit, mais dans d'autres cas, on cède une entreprise qui a été bien menée, on la cède, le cédant a du mal à lâcher parce qu'il s'est identifié à son entreprise. Mais là, dans le cas présent où il y a une perte économique, financière, et puis il y a la perte de l'image, parce qu'un entrepreneur, qu'il ait 2, 3, 10 ou 50 ou 100 personnes, c'est un entrepreneur, il avait une image. Et d'un seul coup, on dit, boum, ça y est, il n'y a plus rien. Vous imaginez, c'est très dur. Psychologiquement, c'est très dur. Parce qu'il y a un pan de mur qui tombe et ce que l'on appelle l'ego, il perd la face. Donc, c'est très, très dur. Et il perd la face dans la famille, parce que la famille, si elle n'est pas soudée, ils ne vont pas lui faire de cadeau. Il perd la face dans son réseau amical, parce que, vous savez, vous fréquentez des gens, vous fréquentez des personnes de votre milieu. Et si demain, il y a une descente, parce que vous n'avez plus les moyens par rapport à la situation actuelle, mais que les autres, ils ont toujours les moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils risquent de vous regarder de haut et de vous ignorer. Et ça peut être difficile aussi à gérer, parce que c'est un cas classique que l'on rencontre. Donc, je dirais, n'allez pas, identifiez-vous le moins possible à cette situation, parce que bien souvent, ce n'est pas de votre fait. Par contre, c'est de vous dire, OK, c'est une expérience, c'est très important, je rebondis. Je vais rebondir autrement, mais il faut trouver la solution parce que c'est nécessaire. Voilà. Merci François. Alors c'est vrai que je prends sous mon bonnet d'avoir un petit peu débordé, François Michalon, le temps qui nous était imparti, 45 minutes, mais je pense que l'information que nous avons ce soir était d'importance. Alors Jean-Luc Douillard, vous êtes responsable de la stratégie du développement des termes de Saujon. François Michalon l'a dit tout à l'heure, un cadre agréable, je l'ai vécu aussi, je l'ai rencontré avec le professeur Dubois, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les termes, il y a aussi 150 lits de psychiatrie, et puis vous allez monter l'école du stress et une cure pour le anti-Covid. Explication dans les quelques minutes, important de le préciser aussi. Simplement, pour ne pas m'étendre sur les offres que l'on fait, mais simplement vous dire qu'effectivement, ici, on a 3 structures. Quand on parle des termes de Saujon, on pense effectivement à la station thermale, mais on a aussi donc une école thermale du stress qui a modélisé pas mal de formations dans les entreprises sur le repérage du mal-être des salariés et la possibilité d'intervenir et de pouvoir repérer, évaluer et prendre en charge. Mais on a surtout des stages complémentaires aux cures thermales qui sont sur le burn-out, sur
l'épuisement des aidants, et on a modélisé un nouveau stage qui est un stage post-Covid qu'on va démarrer le plus tôt possible, soit en individuel, soit en collectif, parce que je pense que l'année qui vient d'être passée par beaucoup nécessite parfois de prendre un peu de distance avec son environnement de proximité, dans un lieu calme qui est ici effectivement 52 hectares avec un parc, et on trouve que c'est effectivement un moment de répit où on peut et prendre soin du corps et prendre soin du psychisme et avoir des soins en balnéothérapie complémentaire. Et puis la troisième structure qui fait partie aussi du groupe, c'est effectivement les cliniques. Donc on a des cliniques et on prend en charge à peu près 140 patients qui ont des troubles effectivement anxieux importants, de la dépression et puis des burn-out beaucoup. On a actuellement pas mal de soignants qui sont aussi hospitalisés, et on sait qu'effectivement c'est une vraie réalité, la nécessité d'avoir des lieux et dédiés à l'hospitalisation des soignants. Donc on aimerait bien se spécialiser aussi et avoir l'ouverture de lits spécifiques et de structures spécifiques pour les soignants. Voilà, on a une offre assez diversifiée qui permet surtout d'être dans un environnement un peu à distance de son environnement professionnel ou personnel, de pouvoir à nouveau effectivement penser, prendre soin du corps, être accompagné pour ça, avoir des moments effectivement d'entretien individuel ou d'accompagnement collectif autour d'ateliers de psychoéducation. Et puis on espère que les gens repartent d'ici après un moment de répit pour eux, où on a relancé un petit peu les processus de pensée. Effectivement, on peut aller jusqu'à l'hospitalisation sur des temps d'hospitalisation qui peuvent être assez longs, pour permettre dans des situations un petit peu plus critiques, un petit peu plus difficiles et douloureuses, de pouvoir être porté par une équipe soignante compétente et de pouvoir avoir effectivement des soins de qualité. Merci Jean-Luc. Alors avant de vous passer la parole pour juste le mot de conclusion, comme nous le faisons à tous nos invités, François Michalon, votre mot de conclusion de ce webinaire tout à fait passionnant. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Ça, c'est très positif. Alors, François Michalon. Je reviens juste sur effectivement les termes de Saujon, parce que c'est intéressant. À ma connaissance, c'est un des seuls lieux de termes qui font ce service. Pour ça, c'est un service. Donc, c'est assez novateur, et que c'est une excellente idée en plus de se servir de l'eau, des termes, pour retrouver un équilibre, une harmonie en soi. Et je trouve que c'est bien d'en parler. Voilà. Mais je pense qu'ils en sont qu'au début, puisque la période va les aider et va les porter à cela. Et puis c'est toujours bien, c'est vrai que 50 hectares pour se reposer, se décontracter, c'est proche de la mer en plus. Donc ce n'est que bien. Conclusion, oui, intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité, c'est aussi grâce au fait d'être allé au terme de Saujon, d'avoir discuté avec toute l'équipe, d'avoir discuté avec le docteur Olivier Dubois, qu'on a déjà reçu d'ailleurs dans ce webinaire. C'est pour cela qu'en discutant avec Jean-Luc, je me suis dit c'est bien de pouvoir en parler, puis surtout de parler de l'APESA qu'on a parlé tout à l'heure, parce que c'est un service qui est encore trop méconnu et qui est pourtant très, très utile. Pour terminer, je souhaiterais de joyeuses fêtes à tout le monde, parce qu'on est quand même dans une période festive, même si aujourd'hui on nous limite, entre guillemets, pour tout un tas de raisons, et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais néanmoins, créer une ambiance de fête chez vous, c'est très important. Mettez un sapin, qu'il soit vrai ou faux, créer, je sais pas, une crèche si vous voulez, créer une ambiance. De créer l'ambiance, c'est très, très important. Moi, je sais qu'on attache beaucoup d'importance. Mon épouse a fait une très belle décoration. C'est important de se retrouver dans cette ambiance. C'est une ambiance de fête. Noël est important. Il y a plein de dates importantes. Le Nouvel An est important, mais ce n'est pas simplement pour faire la fête. C'est que ça représente, je dirais, des moments intérieurs très importants à vivre. Et on va changer quand même d'année. On va rentrer en hiver, également très important. Enfin, il y a tout un basculement. Suivez le rythme de la nature. C'est très, très intéressant. Et c'est pour ça que créer l'ambiance, soyez joyeux intérieurement, même si effectivement, au lieu d'avoir 3 oranges, il n'y en aura plus qu'une, parce que c'est un peu la disette. Mais n'oubliez pas, on est en vie, tout va bien. Ça pourrait être pire. C'est simpliste. Mais croyez-moi que moi, très souvent le matin, je dis je remercie ma bonne étoile. Tout va bien, ça pourrait être pire. Et Dieu sait que, encore une fois, je suis entrepreneur, et j'ai des choses à régler et ce n'est pas évident. Mais néanmoins, je dirais c'est très très bien et la vie est belle. Merci François Michalon. Jean-Luc Douillard, votre conclusion, en vous remerciant vraiment d'avoir accepté ce webinaire. Beaucoup d'informations ce soir, beaucoup de positivité et ça c'est important.
C'était d'abord un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci encore à François de m'y avoir invité. En fait, mon mot de conclusion, c'est plutôt ce qu'avait évoqué François au tout début, c'est-à-dire la nécessité aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, d'être très solidaire. Voilà, il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on regarde autour de nous, qu'on puisse effectivement se sentir utile pour ceux qui peut-être ont un peu plus besoin en ce moment d'être soutenus, accompagnés et portés vers une année 2021 qu'on espère tous différente. Et je pense que ça aussi, c'est souvent les vœux que l'on fait en fin d'année, de se dire que 2021 va être une belle année par rapport à 2020 qui a été extrêmement compliqué. Donc moi, j'ai envie de penser aux perspectives et effectivement à l'idée qu'à partir de l'année prochaine, on va retrouver un peu d'activité normale, on va pouvoir se retrouver à nouveau en face à face, se rencontrer à nouveau, construire des projets, peut-être faire de nouveaux projets avec ce qui nous est arrivé et ce qui nous a obligés à faire cette année. Et puis voilà, je pense que ça, c'est une perspective quand même. La fin d'année, ça amène la perspective d'une nouvelle année. Donc, on espère que la prochaine sera évidemment pleine de bonnes choses et que l'on n'ait pas trop de répercussions à moyen ou à long terme de ce qui s'est passé de manière très violente cette année pour nous, quoi, et pour chacun. Donc voilà, je retiens plutôt la question de la solidarité, de l'entraide et la perspective d'une année 2021 que je souhaite beaucoup plus paisible et constructive et créative que celle-ci, évidemment, quoi. Merci Jean-Luc Duyard. Je vais remercier également Bernard Courtenay qui est à la régie, notre fidèle technicien à la régie en Belgique. On va remercier les nombreuses personnes qui étaient aussi dans ce webinaire. Et je vais juste terminer avec une conclusion que peut-être on a besoin de rêve, n'est-ce pas François Michelon et Jean-Luc Duyard? J'étais à la conférence de presse du Vendée Globe. Un Français sur deux rêve avec ses skippers de haut niveau dans l'Everest des mers. Ça ne s'invente pas. Donc ça veut dire que le rêve est aussi une clé pour s'en sortir. Merci à vous. Très bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Michel. Au revoir. Au revoir. Tout le monde.